Nous allons passer au deuxième entretien. Et j'ai la joie de recevoir, d'accueillir Yannick Le Guiner, qui est chercheur au laboratoire Les Arts de notre UFR, et Aurélien Béguet, qui est designer et cofondateur de la start-up Atrium. Et nous avons intitulé cette conversation à venir « Jouer collectif ». Un état d'esprit. Alors, jouer collectif, est-ce qu'on pourrait discuter, est-ce que le Paris Saint-Germain joue plus collectif que l'OM? Mais je crois que ça nous amènerait très tard dans la nuit, il y aurait beaucoup de controverses à cet égard-là. Je cite cet exemple pour dire que finalement, jouer quand on joue, on est déjà dans le collectif. Et pourquoi alors est-ce qu'on a besoin de réfléchir, de mettre en place une méthodologie de recherche pour essayer de comprendre ce qui se passe? Je me tourne vers vous en tant que chercheur. Est-ce que l'intelligence collective, c'est une condition normale? Des êtres humains ensemble vont participer de cette intelligence collective? Ou est-ce que c'est une méthode? Est-ce qu'il y a une méthode pour créer de l'intelligence collective? Oui, parfaitement. Il y a une méthode. Je vais reprendre vos mots de tout à l'heure sur l'altérité. Patrick, on peut peut-être... Je vais vous montrer un cas appliqué où j'ai accompagné des étudiants en Master 2 sur une problématique de la Cité des Arts de la Rue à Marseille, qui est une institution culturelle historique, et qui avait un petit peu l'injonction de s'ouvrir sur son territoire, puisqu'elle est un petit peu hors sol. Et pourquoi et comment la Cité des Arts de la Rue doit s'ouvrir sur son territoire, s'ouvrir à sa population, à ses voisins, à ses riverains. Et ça, la réponse, il ne faut pas la chercher seulement auprès des acteurs de la Cité des Arts de la Rue. Il faut aller convoquer les usagers, les riverains, les voisins, et réfléchir ensemble autour de la table. Et voilà comment se crée la situation d'intelligence collective, parce que la vision d'un artiste, d'un directeur de structure, d'un coordinateur de la Cité des Arts de la Rue, la vision d'un riverain, eh ben, c'est pas du tout les mêmes en termes d'ouverture sur le territoire. Et justement, c'est ça qui fait que l'intelligence collective est riche, c'est parce que quand vous travaillez sur une équipe de football, ce ne sont que des footballeurs. Alors que là, on a des gens qui ont des points de vue complètement différents. Des façons de penser et de voir complètement différentes. C'est comme de mettre un comptable et un artiste, ou un technicien et un artiste, ils n'ont pas les mêmes façons de raisonner. Et c'est ça qui est très riche, c'est que finalement, en croisant ce regard avec l'autre, on comprend différemment. Et c'est important de ne pas cloisonner les réflexions en disant je vais mettre les comptables d'un côté, je vais réfléchir avec eux, et les artistes et les techniciens. Et au contraire, il faut les mettre tout ensemble autour de la table. Et ça ne se fait pas tout seul, et donc c'est pour ça qu'il y a des méthodes pour que les gens réfléchissent ensemble. Il y a des outils, il y a des supports que l'on met ensemble, des médias pour faciliter la réflexion. D'ailleurs, les médias qui utilisent la main sont des facilitateurs, parce qu'on n'est plus dans le discours, il y a des façons de faire tourner la parole. Bref, et en fait, ces processus-là sont d'une richesse inouïe. C'est-à-dire que ce qui sort de ces jus de cerveau-là, c'est bien plus riche que ce qui sortirait d'une réunion ou d'une rencontre avec des gens qui auront tous la même façon de voir. Précédemment, je donnais l'exemple du vol de l'étourneau ou de la fourmilière. Dans le domaine naturel, dans le domaine animal, ce n'est pas une méthode, c'est une capacité inhérente. Est-ce que vous seriez prêt à dire que, précisément, quand on applique l'intelligence collective à notre domaine, à l'humain, là, il est nécessaire de mettre en pratique des méthodes? Oui, c'est nécessaire. Donc il n'y a pas de continuité entre l'intelligence collective animale et l'intelligence collective humaine. Les étourneaux réfléchissent tous comme des étourneaux. Alors, en fait, si vous me branchez sur le thème du vivant, on n'a pas fini. Le vivant n'est qu'en interaction. Ça ne fonctionne que parce qu'il y a des interactions. Et c'est pérenne parce qu'il y a des interactions. Et donc, c'est une intelligence collective incarnée. Aucune espèce ne peut survivre toute seule. Donc si on transpose ça à ce que l'on produit à l'échelle d'un territoire, il est évident qu'il faut convoquer
tous les acteurs de ce territoire et les mettre en interaction. Parce que c'est comme ça qu'on produit de la richesse, c'est comme ça qu'on produit des choses constructives, pérennes, et du commun, justement. Hein, d'ailleurs, ça n'a pas été toujours facile pour les gens de la Cité des Arts de la Rue d'accepter de s'ouvrir et de dire « mais non, je vois, il ne pense pas comme moi ». Mince alors. Aurélien, vous êtes allé encore plus loin dans cette mise en pratique de l'intelligence collective, dans l'espèce de construction, si j'ose dire, de l'intelligence collective, puisqu'en tant que designer, vous avez conçu des jeux ou un jeu où précisément ce qui est interpellé, sollicité, c'est de l'intelligence collective. Exactement. Du coup, en fait, tout ce que tu viens de raconter, on a essayé de le... Alors du coup, on ne parle pas de méthode, on parle d'état d'esprit dans la façon de faire, effectivement. Et cet état d'esprit va se traduire sous forme d'outils. Et donc, du coup, on a voulu matérialiser, en fait, un outil pour justement faciliter l'intelligence collective. Et donc, du coup, on a repris le concept qu'on retrouve en marketing, qui est le focus group, qui est plutôt de réunir des différentes populations, on va dire, dans un débat, dans un échange. Et en fait, je me suis retrouvé en tant que participant dans plusieurs focus group, notamment avec Marseille Engrand, avec la réflexion sur la métropole et sur Euroméditerranée. Et en fait, on se retrouvait autour d'une table, chacun devait parler à son tour, sans forcément écouter les autres. Chacun voulait appliquer son propre point de vue. Et c'était des discussions qui étaient assez stériles finalement. Et en tant qu'agence de design, on se retrouve aujourd'hui avec nos clients à animer ce genre d'atelier. Et on s'est dit comment on peut éviter les discussions stériles autour d'une table, la réunionite, comme on appelle ça chez les grands groupes, et comment on peut animer d'une manière plus ludique, de manière plus rapide, tout en créant de la valeur. Et donc du coup on a créé ce jeu qui s'appelle le Focus Game, où du coup on met autour d'une table 6 personnes de profils complètement différents. Donc effectivement le citoyen, le directeur d'entreprise, les associations, n'importe quelle typologie d'utilisateurs ou d'utilisatrices qui vont venir échanger avec son regard, son point de vue sur une thématique qui va être une thématique du territoire ou une thématique de l'entreprise dans laquelle on intervient. Et donc, de ça permet de générer des problématiques pour pouvoir après trouver des solutions ensemble. Mais quand on pense à jeu, on pense à improvisation, on pense à créativité, on pense à pouvoir jouer avec les règles, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand, sur l'intelligence collective, on crée un jeu, donc une espèce de détermination? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la manipulation? Il y a pas de... Enfin, on peut faire croire qu'on fait un processus d'intelligence collective alors que la conclusion est déjà écrite en amont. Ça se pratique souvent. Ça se pratique beaucoup. Ça se pratique beaucoup, effectivement. Donc attention, il faut s'assurer que la conclusion n'est pas écrite parce que la conclusion va souvent bousculer. D'ailleurs, quand on est porteur de projet et qu'on a une vision de son projet, il vaut mieux pas faire d'intelligence collective. Il vaut mieux aller faire sa cabane tout seul dans son jardin, j'allais dire. Voilà, donc les règles ou les méthodes, c'est au contraire pour canaliser la pensée, enfin pour l'enrichir, et ne serait-ce que par exemple empêcher celui qui parle bien et fort de prendre la parole et de la garder. Parce qu'en intelligence collective, il y a des tours de parole et tout le monde a droit à la parole et tout le monde a le devoir de parler. Voilà, donc c'est une règle, certes, mais au contraire, elle permet le débat. En tant que designer, donc vous travaillez sur les formes. Non, c'est peut-être une définition un peu trop rapide. Allez-y, c'est quoi votre définition? La définition du design, elle peut être très longue. Nous, on ne travaille pas que sur la forme. On va travailler vraiment sur le concept dans sa globalité. Et on peut travailler aussi bien sur le design d'une organisation que sur le design d'un objet. Et du coup, chaque projet qu'on va nous donner, on va appliquer des méthodologies, on va appliquer des outils qui vont être différents en fonction du public avec lequel on s'adresse. Pour reprendre le sujet sur l'intelligence collective et sur le nom aussi de l'agence Atrium, on s'est basé sur justement cette pièce maîtresse d'architecture romaine
qui est le trait d'union entre la société civile avec les forums et la villa romaine qui était le lieu privé. Et l'atrium était le lieu où on faisait la réunion du commerce, la réunion culturelle, la réunion politique, et c'était là où on se retrouvait. Et en fait, on a voulu créer une agence qui réunisse en fait l'ensemble des acteurs du territoire pour justement les mettre ensemble sur un projet et éviter que ça soit toujours entre guillemets les mêmes qui imaginent les projets pour les autres. Et donc du coup, on veut vraiment faire en sorte que l'ensemble des utilisateurs, des utilisatrices, des citoyens, des personnes qui vont mener à bien ou qui vont prendre partie au projet soient impliqués au cœur de ces méthodologies de conception. Et c'est là où le design a toute sa place aujourd'hui, c'est remettre le point de vue des gens, des utilisateurs, des utilisatrices, des citoyens au cœur des projets de la ville de demain ou de la société de demain. Un tout dernier mot, il me reste une cinquantaine de secondes. On aurait tendance à prendre comme synonyme intelligence collective et esprit d'équipe. Est-ce que véritablement il y a synonymie entre les deux termes? Pour moi, non. Au départ, il n'y a pas forcément esprit d'équipe. Par contre, il y a confrontation du regard, confrontation des attentes, confrontation des besoins et construction commune. Oui, là oui. Mais parfois, alors je précise que je suis designer aussi, mais sur des projets en intelligence collective, il y a certains publics, certains participants qui ont renoncé à leurs besoins parce qu'ils se sont aperçus que ce n'était pas prioritaire et qu'il y avait d'autres besoins, d'autres attentes qui étaient prioritaires. Et ça, c'est faire du commun, justement. C'est de dire, moi j'ai des attentes, et en fait, je m'aperçois qu'elles ne sont pas si importantes que ça. Et c'est en confrontant les regards avec les autres acteurs que l'on peut faire ce chemin-là. Sinon, c'est le contraire de la concertation où on va voir les uns, les jeunes, les vieux, les mamans, le machin, on va les voir séparés, et tout le monde exprime son besoin en se disant c'est cool, on va m'écouter, et à la fin tout le monde est frustré parce que ce qui sort, ça ne satisfait personne. Parce qu'en fait, personne n'a croisé son regard avec les autres participants. Il n'a pas compris les attentes des autres. Donc c'est hyper important dans l'intelligence collective de mettre tous ces gens-là autour de la même table. Est-ce que ça s'applique également à une start-up? Ça s'applique à n'importe quelle structure, que ça soit privé ou public. Et pour qu'elle réussisse une start-up, est-ce qu'elle ne doit pas avoir une direction précise et donc ne pas se fier à ce que l'intelligence collective pourrait inventer? Non. En fait, c'est ensemble on va... C'est la phrase toute faite de tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup, si le collectif n'est pas impliqué dans le développement de l'entreprise et qu'il y a une ou deux personnes qui portent le projet, c'est lourd de porter l'ensemble du collectif. Donc il faut que tout le monde soit engagé pour faire en sorte que ce soit un esprit commun. Et effectivement, je suis designer de formation. Aujourd'hui, je suis plutôt manager, parce qu'on a une équipe d'une dizaine, d'une quinzaine de personnes. Et effectivement, j'applique les outils et les méthodes de design à l'ensemble de l'équipe pour faire en sorte qu'on aille tous dans la même direction. Merci, ainsi se clôt cette deuxième conversation. Le public peut intervenir. Comment ça fonctionne ce jeu? On nous demande comment fonctionne le jeu, brièvement. Oui, du coup l'enjeu c'était de réussir à faire un atelier d'1 heure avec 6 profils différents. Et on a du coup des profils qui ne se connaissent pas, qui vont rentrer en interview les uns avec les autres sur des petits morceaux de Velleda. Et du coup on va noter, donc il y a un grand jeu de plateau avec des petites pièces de Velleda. Et du coup pendant la phase d'interview, je vais prendre des notes et je vais les mettre sur le plateau pour créer effectivement une sorte de data visualisation de l'intelligence collective du groupe. Et ensuite, une fois qu'on a fait toute cette data visualisation des mots-clés, on va pouvoir générer des problématiques communes par rapport à une thématique centrale qui est la thématique de discussion du jour. Par contre, du coup, si vous voulez participer, aujourd'hui, on fait des ateliers ouverts, donc du coup sur des thématiques de la métropole et de la société en général. Donc là, la semaine dernière, on a fait un atelier sur la transition écologique. Donc du coup, c'est plusieurs ateliers, donc on réunit l'ensemble des acteurs du territoire sur ces sujets-là. On l'a fait dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Donc du coup, à chaque atelier, on fait un article de blog qui permet d'avoir le résultat de l'ensemble des travaux qui ont été réalisés avec le collectif. Donc vous pouvez venir participer
à ces ateliers, ces jeux, ou vous pouvez consulter en ligne sur nos sites. En plus, c'est un serious game, du coup, c'est à destination de professionnels qui veulent faire un focus group, mais avec un outil ludique. Exactement. D'accord. Mais donc, du coup, pareil, comment vous avez adapté l'expérience du focus game, où il y a quand même. Il y a un peu la liberté finalement, ça rejoint un peu votre question, la liberté de pouvoir un peu approcher le focus game, enfin le focus group comme on veut. Et là, du coup, ça reste un jeu avec des règles. Exactement. Comment on s'affranchit des règles nécessaires ou pas, du coup, dans un focus group? Du coup, en général, quand on conçoit des serious games, parce qu'effectivement, c'est pas le seul sur lequel on a travaillé, l'enjeu aussi, c'est d'essayer de créer des règles communes qui peuvent rappeler aussi des jeux de notre enfance. Ce qui permet de pas forcément être dans l'explication des règles pendant 2-3 heures et de faire en sorte que les participants vont être très vite autonomes finalement, parce que c'est des règles que tout le monde va pouvoir connaître, comme le Monopoly qui a été repris dans plein d'outils en Serious Game. Et donc l'enjeu aussi, c'est de se dire, on peut partir sur des discussions pendant des demi-journées ou des journées entières, sauf qu'en général, dans les entreprises dans lesquelles on intervient, c'est très difficile de réunir des profils complètement différents pendant une réunion d'1 heure. Parce qu'en général, quand on travaille avec des commerciaux, quand on travaille avec les gens du market ou de la RH, ils n'ont pas le temps en fait, pour ce genre d'activité un peu ésotérique pour eux. Et donc quand on leur dit que ça va prendre qu'1 heure comme c'était 1 heure de rendez-vous, ben, au final c'est beaucoup plus acceptable, mais pour tenir ces 1 heure de rendez-vous, il faut qu'il y ait des règles. Et donc du coup, les règles du jeu rentrent dans ce cadre-là.